Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de chimie du jury CESS général de la deuxième session de l'année scolaire 2023-2024. On commence par les liaisons chimiques et la géométrie moléculaire. On vous propose dans l'exercice 3 composés chlorés et pour chacun d'eux, il faudra indiquer les charges partielles sur le schéma s'il y a lieu d'en mettre et ça en fonction du type de liaison présente. On vous devra nommer la forme géométrique et préciser si la molécule formée est polaire ou apolaire, tout en justifiant la réponse. Alors pour répondre à cette question, nous allons donc avoir besoin des valeurs d'électronégativité que l'on peut trouver dans le tableau de Mendeleïev. Donc ici, je vous ai repris les valeurs de l'antimoine, du chlore, du carbone et de l'oxygène, puisqu'il s'agit des différents éléments qui sont repris ici dans les composés chlorés proposés. Pour le premier composé, donc on a de l'antimoine et du chlore. On vient voir ici les valeurs de l'électronégativité. Nous avons une différence d'électronégativité de 1,1. C'est bien supérieur à 0,4 ou 0,5 et donc vous avez bien votre liaison covalente polarisée. Ce qui veut dire qu'il y a des charges partielles négatives du côté du plus électronégatif et des charges partielles positives du côté du moins électronégatif. On avait déjà ici dans l'énoncé donné la réponse, il s'agit d'une géométrie pyramidale. Et dans ce cas-ci, dans la géométrie pyramidale avec des charges partielles présentes, nous allons avoir une molécule qui est polaire, car le centre de gravité des charges partielles positives, qui est ici au sommet de la pyramide, ne coïncide pas avec le centre de gravité des négatives, qui se trouve en fait au centre de la base triangulaire, ici formée par les 3 chlores. Molécule suivante, carbone et chlore. Regardons la différence d'électronégativité. Nous avons donc 0,5. Nous aurons des charges partielles, négatives du côté du plus électronégatif, c'est-à-dire le chlore, et positives du côté du moins électronégatif, c'est-à-dire du carbone. Cette géométrie de molécules est la géométrie tétraédrique. La symétrie de cette géométrie indique que la molécule sera apolaire puisque le centre de gravité des charges partielles positives qui est ici au niveau du carbone coïncidera avec le centre de gravité des négatives qui va se trouver aussi ici au centre du tétraèdre, c'est-à-dire au niveau du carbone. Pour la dernière molécule, nous avons de l'oxygène et du chlore. Oxygène 3,5, chlore 3, une différence d'électronégativité de 0,5. Les charges partielles, on les place. Faites bien attention qu'ici, le chlore portera la charge partielle positive puisqu'il est face à un plus électronégatif que lui, l'oxygène. Cette géométrie de molécule s'appelle angulaire ou coudée et nous aurons une molécule polaire puisque le centre de gravité des charges partielles positives, ici exactement au milieu des 2 chlores, ne coïncide pas avec les charges partielles négatives au niveau de l'oxygène, étant donné le coude formé par la molécule. Une question un peu théorique sur l'électronégativité ensuite. On demande d'expliquer pourquoi dans le tableau périodique, il n'y a pas de valeur d'électronégativité indiquée pour l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon, le radon, donc c'est-à-dire pour les gaz rares. Il faut évidemment justifier ça correctement. Alors, on peut écrire par exemple ceci, l'hélium, le néon et les autres gaz nobles ont une configuration électronique stable, c'est-à-dire qu'ils possèdent 4 doublets, un seul pour l'hélium, sur leur dernière couche électronique. De ce fait, ils seront très peu réactifs et n'auront donc pas tendance à attirer des électrons supplémentaires. Or, la notion d'électronégativité correspond à la tendance à attirer des électrons et elle n'est donc pas d'application pour les gaz nobles. On passe ensuite à la partie consacrée aux équilibres chimiques. Une première question de théorie, ce qu'on appelle le déplacement de l'équilibre s'explique par le principe de Le Chatelier. C'était la bonne réponse à donner ici. Vient ensuite un exercice. On vous décrit ici la réaction d'oxydation du dioxyde de soufre SO2 en trioxyde de soufre SO3. Et cette réaction, on vous dit qu'elle est pratiquement complète à température ordinaire, mais qu'à 850 degrés, elle arrive à un état d'équilibre. Et donc, on vous donne ici l'équation de cette réaction. Et on vous donne un graphique qui vous donne l'évolution des quantités des réactifs et de produits au cours du temps, donc pour cette réaction qui se fait à 850 degrés. Vous avez les 2 réactifs SO2 et O2 qui diminuent au cours du temps, et vous avez évidemment la quantité de SO3 qui augmente au cours du temps, puisque au fur et à mesure de l'oxydation, le SO3 est produit, et on voit que ces différentes quantités se stabilisent en une position d'équilibre.
On vous demande tout d'abord de déterminer si la réaction est endothermique, exothermique ou athermique. Alors évidemment, pour ça, il faut tenir compte de l'information qui est donnée ici. Vous avez une réaction qui est complète à température ordinaire, mais en équilibre à 850 degrés. Donc ça veut dire que si on diminue la température, l'équilibre se déplacerait vers la droite. Or, une diminution de température favorise la réaction exothermique, ce qui veut dire que la réaction qui est proposée ici est une réaction exothermique. On vous demande ensuite d'écrire l'expression de la constante d'équilibre de cette réaction. Donc on vous demande d'écrire Kc. Le Kc sera comme toujours une fraction donnée avec au numérateur la concentration des produits de la réaction avec un exposant qui correspond au coefficient stéchiométrique. Et au dénominateur, on va retrouver les concentrations des réactifs, donc des produits qui sont à gauche, avec à chaque fois le coefficient stéchiométrique également en exposant. Il s'agit des concentrations et donc quand on va vous demander de calculer cette valeur de constante d'équilibre, vous allez devoir indiquer la concentration à l'équilibre de chaque substance. Le graphique qui est ici vous donne le nombre de moles, vous voyez le nombre de moles ici donné sur l'axe vertical, mais on vous dit que l'expérience se passe dans un ballon de 11 litres. Donc si vous devez avoir les concentrations en moles par litre, vous devez diviser le nombre de moles que vous lisez ici par le volume de 11 litres et vous obtenez donc ceci. Il n'y a plus qu'à prendre sa calculatrice pour faire le calcul et on obtient 24,93. Passons à la chimie organique. Une première petite question à choix multiples de théorie. On vous parle de combustion et on vous demande quand on dit qu'une combustion est incomplète. Alors une combustion est incomplète s'il n'y a pas assez d'oxygène ou de manière générale s'il n'y a pas assez de comburant pour la combustion. Et donc la bonne réponse ici était la troisième. On vous donne ensuite toute une série d'informations sur des flacons en plastique, sur les flacons en plastique rigide. Alors les informations qui sont ici, en fait on n'en a pas vraiment besoin pour les deux premières questions. Première question, on vous demande comment on nomme un composé contenant uniquement du carbone et l'hydrogène. Il s'agit d'un hydrocarbure. Et puis on vous demande d'entourer l'unité constitutive du polymère. Donc vous avez un polymère qui est ici et donc l'unité constitutive, eh bien ce sera un groupe de 2 carbones qui donc en tant que monomère possédera une double liaison et qui lorsqu'il se lie suivant une réaction de polymérisation va casser la double liaison pour pouvoir s'accrocher à gauche et à droite à d'autres monomères qui vont effectuer la même opération. Question suivante, on vous demande de donner la formule générale du polymère PEHD, c'est-à-dire celui qui est ici, et de proposer un nom pour ce plastique. Alors la formule générale, ce sera la petite brique constitutive que nous avons déterminée juste précédemment, et on l'écrit donc avec la formule générale en mettant entre parenthèses avec un petit n pour indiquer que nous avons un grand nombre de briques constitutives de ce type-là pour former le polymère. On vous demande de proposer un nom. Voilà, je ne sais pas très bien ce qu'on attend de votre part, comme si vous aviez droit à de la créativité pour répondre. Mais donc le PEHD, en fait, c'est le polyéthylène et le HD signifie haute densité. On vous demande de déduire la formule semi-développée du monomère, donc on en a déjà parlé. Le monomère, ce sera en fait une chaîne de 2 carbones, mais qui doit avoir une double liaison entre les 2 carbones, et donc nous avons le CH2 avec la double liaison ici. En formule brute, ça nous donne le C2H4. Ce monomère s'appelle l'éthène, et l'équation de polymérisation donc s'écrira de la manière suivante. Nous allons prendre n fois le monomère, et ça va vous donner une chaîne où vous avez n fois 2 carbones liés l'un à l'autre et liés évidemment au bloc précédent et suivant dans la chaîne. Dernière partie sur les grandes classes de réactions chimiques. On va d'abord ici parler de solubilité et donc de réaction de précipitation. On vous donne un peu d'informations ici. L'information importante, c'est que l'ion Cu2+, donné ici, est de couleur bleue, tandis que tous les ions qui sont listés ici sont incolores. Et ensuite, on vous décrit 2 expériences. Dans chaque expérience, on mélange en fait 2 solutions de sels différents ou de sel ou d'hydroxyde, donc 2 solutions d'électrolytes différents. Première expérience, du sulfate de sodium avec du chlorure de potassium. Deuxième expérience, du nitrate de cuivre 2, donc ici vous voyez apparaître le Cu2+, dont on voit ici la couleur caractéristique, et donc le nitrate de cuivre 2 et de l'hydroxyde de sodium.
Et on vous donne les résultats, donc une espèce de photo des tubes à essai obtenus. Alors c'est peut-être pas très clair sur la photo, mais on voit ici que dans le tube bleu, nous avons un précipité qui se forme, tandis que dans le tube, dans le tube 1, pardon, un précipité, et dans le tube 2, une solution qui est tout simplement incolore. La première question vous demande d'écrire les ions qui seront présents dans les différentes solutions. Donc dans l'expérience 1, on vous parle de sulfate de sodium et de chlorure de potassium. Donc les ions qui seront présents, ce sera l'ion sodium, bien évidemment, l'ion sulfate pour le sulfate de sodium, et l'ion potassium et l'ion chlorure pour le chlorure de potassium. Dans la deuxième expérience, on vous parle de nitrate de cuivre 2, donc on aura du Cu2+, et l'ion nitrate, et de l'hydroxyde de sodium, donc on aura du Na+, et de l'OH- également dans cette solution. Et puis on vous demande d'attribuer chaque expérience à son résultat et de justifier. Alors évidemment la réaction 1, j'ai repris ici les ions pour qu'on sache de quoi on parle. Le résultat 1 où nous avons donc un tube à essai bleu, bien évidemment, doit correspondre à l'expérience qui fait intervenir du Cu2+, et donc ici nous avons l'expérience 2. La formule du précipité, on vous demande la formule du précipité, eh bien vous allez recevoir à l'examen forcément une liste des composés peu solubles et vous allez vous rendre compte que l'hydroxyde de cuivre est un composé peu soluble. Alors si vous faites une expérience où à un moment vous allez mettre dans le même tube à essai des ions Cu2+ et des ions hydroxyde, eh bien votre hydroxyde de sodium qui est peu soluble, il va précipiter. Et donc le précipité, c'est donc du CuOH2 fois, qui s'appelle l'hydroxyde de cuivre 2. Et puis on vous demande l'équation moléculaire pondérée qui traduit cette réaction de précipitation. Donc là, vous devez décrire l'expérience. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du nitrate de cuivre qui réagit avec de l'hydroxyde de sodium, que j'ai donc noté ici. Ces deux solutions sont sous forme aqueuse. Et donc lorsque ça va réagir, donc les ions qui sont là vont vous former le CuOH2 fois qui va précipiter, raison pour laquelle j'écris ici le petit S qui veut dire solide. Par contre, le NaNO3, le nitrate de sodium, est tout à fait soluble, et donc le NaNO3 qu'on a ici va se retrouver sous forme aqueuse, donc dissoute dans l'eau, dissociée dans l'eau. Et il faut bien veiller à équilibrer cette réaction correctement pour tenir compte de la stéchiométrie. Et donc, puisqu'ici nous avons deux groupements nitrates, vous devez mettre un 2 ici devant le nitrate de sodium. Si vous mettez un 2 devant le nitrate de sodium, il faut mettre un 2 devant le NaOH pour équilibrer les Na. Et vous pouvez ensuite vérifier que de cette manière, le groupement hydroxyde qui est ici apparaît 2 fois, et ici aussi, et votre réaction est correctement équilibrée. Alors évidemment, le résultat 2, où nous avons une solution totalement incolore, correspond alors à l'expérience 1. Et donc, comment peut-on justifier ceci? Eh bien, les composés que l'on pourrait former avec tous ces ions présents ici, donc le chlorure de sodium, le sulfate de potassium, ils sont tous les deux solubles, donc vous n'avez pas de précipité. Et votre solution, elle est incolore, parce que tous ces ions ici sont des ions qui ne donnent pas de couleur caractéristique à votre solution. Et donc, voilà la justification pour attribuer l'expérience 1 au résultat 2. On passe à une question sur l'oxydoréduction et on vous propose ici un schéma de pile électrochimique. Donc vous avez une première solution ici, le sulfate de zinc, avec une lame de zinc plongée dedans qui servira d'électrode, et une solution de nitrate d'argent avec une lame d'argent qui servira d'électrode. Ces deux électrodes sont reliées par un fil. Il y a évidemment un pont salin entre vos deux solutions. Et alors on vous aide. On vous aide parce qu'on vous précise que ici c'est le côté de l'anode, ici, c'est le côté de la cathode, et on vous précise le sens de circulation des électrons, ce qui est superflu si on vous a déjà précisé l'anode et la cathode. Il n'empêche que cette information vous est donnée, alors autant l'utiliser. On vous demande d'abord d'écrire les équations des demi-réactions à chaque électrode de la pile et de donner le nom de chaque demi-réaction. Alors, on peut déjà, sans aucun doute, remplir qu'à l'anode aura lieu l'oxydation et à la cathode la réduction. J'ai un petit moyen mnémotechnique. Anode, oxydation, ce sont deux voyelles. Cathode et réduction, ce sont deux consonnes. Et pour ce qui est des demi-réactions, eh bien, il faut se rendre compte que d'un côté, nous avons une solution d'argent, c'est-à-dire d'ion Ag+, et une lame en argent, c'est-à-dire Ag métallique. Forcément, il va y avoir une transformation de l'un en l'autre, dans un sens ou dans l'autre, je ne sais pas encore, mais avec évidemment
un électron qui va servir de transition. Donc ici, je vous ai écrit la réaction de réduction où l'Ag+ va capter un électron pour donner Ag. On va avoir une réaction similaire de l'autre côté avec le zinc. Alors je ne sais pas encore dans quel sens, mais là nous aurons donc le Zn2+, qui va capter 2 électrons pour donner Zn. Je sais que c'est Zn2+, puisqu'on vous parle de sulfate de zinc ici, et je connais la valence du sulfate par cœur, c'est 2, donc forcément Zn c'est 2 aussi. Et puis en fait, vous avez les informations qui sont données là. Tout d'abord, du côté de l'argent, c'est la cathode, c'est la réduction qui doit se passer. C'est donc bien cette réaction-là que j'ai écrit. Et en plus, on vous dit que les électrons vont dans ce sens-là. Donc les électrons vont arriver ici, et les électrons qui arrivent ici vont être captés par les ions Ag+, et nous allons avoir de l'argent qui se dépose sur l'électrode. Donc cette réaction Ag++ électron s'écrit au niveau de la cathode. Si cette réaction-là se fait dans ce sens-là, forcément, la réaction du zinc doit se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de l'oxydation. Et c'est donc l'oxydation qui va se passer au niveau de l'anode. Nous allons avoir du zinc qui va s'ioniser, qui va être oxydé en Zn2+, et ma lame de zinc, mon électrode de zinc va perdre en masse et va devenir plus fine. On vous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction. Mais une fois que vous avez ces deux demi-réactions, il suffit de les combiner. Pour les combiner, vous devez considérer le même nombre d'électrons à droite de la flèche, ici 2, qu'à gauche de la flèche. Ici, il n'y en a qu'un. Donc cette réaction-là, je vais la multiplier par 2 pour obtenir mon équation bilan qui est donnée ici. Et on vous demande ensuite de calculer la variation de la masse de l'électrode de zinc, sachant qu'on mesure un dépôt de 108 mg sur la lame d'argent. Donc là, c'est une question de stéchiométrie. Dans cette réaction-ci, vous savez qu'il y a 108 mg d'argent qui apparaissent. On va vous demander combien de zinc disparaissent de l'électrode. Alors, comment faire ça? Vous avez la masse de l'argent, 108 mg. Vous allez rechercher la masse molaire de l'argent dans votre tableau de Mendeleïev, 108 g par mol, et vous calculez le nombre de moles d'argent qui seront apparus par la formule m, petit m, masse, divisé par grand M, masse molaire. Vous obtenez là un millième de mole ou un millimole. La stéchiométrie de la réaction vous montre que vous avez 1 mole de zinc pour 2 moles d'argent. Donc si vous avez le nombre d'argent qui est là, vous allez pouvoir calculer le nombre de moles de zinc correspondant en divisant par 2. Dès que vous avez ce nombre de moles, vous considérez la masse molaire du zinc que vous trouvez dans le tableau de Mendeleïev et vous calculez la masse correspondante en faisant petit n fois m et vous obtenez 32,7 mg. Donc ça signifie que votre électrode de zinc, votre lame de zinc, va perdre 32,7 mg de matière et ce zinc, évidemment qu'il a perdu, se retrouve en solution dans le bain ici. Et enfin, un petit peu d'acide base, on vous parle du jus de chou rouge qui est bleu, en fait, et il a comme particularité de changer de couleur en fonction de l'acidité du milieu dans lequel il se trouve. Et donc, on peut l'utiliser comme indicateur coloré. Et vous voyez ici la couleur du jus de chou rouge en fonction du pH de la solution dans laquelle il se trouve. Alors, on vous dit que Julie boit tous les matins du jus d'orange qui a comme pH 3 et on se demande quelle couleur aura le jus de chou rouge pour cette valeur de pH. Donc, il suffit de lire ici que pour un pH de 3, eh bien, ce jus sera rouge. Et puis, Julie dilue son jus 10 fois. Donc, elle ajoute de l'eau de manière à diluer son jus d'orange 10 fois. Elle ajoute donc 180 ml d'eau à 20 ml de jus pur. Comme ça, vous passez de 20 ml à 200 ml au total et vous avez dilué 10 fois. Et l'indicateur vire alors au violet. On vous demande de justifier cette modification. Alors, si vous diluez 10 fois, la concentration en ion H3 ou plus, donc d'acide dans le jus d'orange, va diminuer. Quand cette concentration en H3 ou plus diminue, eh bien le pH il augmente. Donc, si le pH était à 3 dans la zone rouge, en augmentant, il va passer dans la zone violet. Et puis on vous demande si en rajoutant beaucoup d'eau, 10 litres par exemple, est-ce qu'on pourrait obtenir une variation verte ou jaune de l'indicateur? Eh bien la réponse est non, absolument non, parce que lorsque vous allez diluer très fort une solution acide, en rajoutant énormément d'eau, le pH il va tendre vers 7, il va tendre vers le pH de l'eau. Parce qu'au plus vous rajoutez de l'eau,
Au plus, la présence de jus d'orange est négligeable et votre solution ressemble de plus à de l'eau pure. L'eau pure, le pH vaut 7. Donc en diluant très fort, le pH va continuer à augmenter pour tendre vers 7, mais il ne va jamais dépasser le 7. Vous n'allez pas, en rajoutant de l'eau, rendre une solution acide basique. Ce n'est pas possible. Et donc la coloration vert et jaune ne pourra jamais être obtenue, même avec du jus d'orange fortement dilué. Voilà, ceci clôture la correction de cet examen de chimie. J'espère qu'il était clair pour vous et qu'il répond à vos questions. Je vous souhaite de bien travailler, de bien étudier et je vous souhaite bonne chance à votre examen. À très bientôt.